Un banc oublié, une tasse de thé tiède, et le regard d'une vieille dame qui traverse les brumes d'un matin anglais. Parfois, ce sont les silences d'une gare qui révèlent les vérités les plus profondes. Et vous, depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Le soleil perçait doucement la brume matinale sur le village de Saint-Mildred, dessinant des ombres nettes sur les pavés encore humides de rosée. La gare, modeste mais charmante, semblait somnoler entre les haies taillées au cordeau et le jardin de roses du chef de quai, soigneusement entretenu. À cette heure matinale, seuls les habitués arpentaient les quais avec la régularité d'un métronome bien réglé. Miss Marple, fine silhouette vêtue d'un manteau de laine bleu pâle, avançait à pas mesurés en direction du banc de bois qu'elle affectionnait. Elle salua d'un petit geste de tête M. Crowley, le receveur de billets, qui s'empressa de répondre avec une courbette discrète. Une odeur de suie douceâtre flottait dans l'air, mêlée au parfum lointain du chèvrefeuille. « Bonjour, Miss Marple », lança Mrs. Danvers, la femme du vicaire, en réajustant son chapeau à fleurs. « Bonjour, ma chère. »« Quelle matinée délicieuse, n'est-ce pas ?» répondit Jane Marple en s'asseyant. Tout semblait paisible, trop paisible peut-être. Car c'est précisément dans ces matins sans heure que les graines du trouble germent en silence. À 8h04 précises, un frémissement parcourut les quais. Les passagers du 8h10 vers Belminster apparurent tour à tour, comme extraits d'un théâtre bien rodé. Chacun avait son rôle, son tempo, sa gestuelle. Monsieur Harding, le directeur d'une fabrique de chaussures, marchait d'un pas saccadé, attaché case battant contre la hanche. Miss Blenkinsop, la secrétaire, avançait le nez dans un roman policier mal dissimulé dans un Woman's Weekly. Et bien sûr, Madame Felton, veuve discrète, se tenait toujours à la même place, juste à l'entrée du second wagon, serrant contre elle son sac en cuir élimé. Le train arriva dans un grondement feutré. Le chef de gare leva sa petite pancarte, et l'agitation s'installa, aussi discrète qu'efficace. Miss Marple, qui ne prenait ce train que rarement, observa la scène avec la douce curiosité d'une spectatrice avisée. Rien, en apparence, ne dérogeait à l'habitude. Et pourtant, une atmosphère imperceptiblement altérée planait ce matin-là, presque indécelable à l'œil nu. Sauf peut-être à celui d'une vieille demoiselle dont l'esprit n'oubliait jamais rien. Miss Marple pencha légèrement la tête, intriguée. Madame Felton, d'ordinaire si ponctuelle et posée, s'était précipitée vers travers, détail inhabituel pour cette femme d'une précision vestimentaire quasi obsessionnelle. Miss Marple nota tout cela sans un mot, le regard apparemment distrait, mais l'esprit en éveil. Lorsqu'un passager la frôla, elle recula d'un pas, laissant son attention se porter un instant sur une montre de poche dont la chaîne était curieusement tachée. Au loin, une horloge sonnait le quart. L'horloge de la gare, elle, avait 3 minutes de retard, ce qui, dans un village où l'on s'accordait sur sa justesse, avait de quoi troubler une certaine conception de l'ordre. Quelque chose clochait, et c'était souvent dans ces menues dissonances que se nichait la vérité. À l'entrée du 3e wagon, 2 voix s'élevèrent, assez discrètes pour ne pas troubler le quai, mais suffisamment audibles pour Miss Marple, qui ajustait ses gants à quelques pas de là. « Enfin, vous exagérez, je n'ai rien dit de tel. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. » Le ton n'était ni conflictuel ni affectueux. Il avait cette neutralité glacée des échanges préfabriqués, comme si le dialogue avait été répété. Miss Marple leva brièvement les yeux. Monsieur Harding et Miss Blenkinsop se tenaient face à face, rigides. La jeune femme évita soigneusement le regard de son interlocuteur, triturant une boucle de son sac. Cela n'était pas inhabituel en soi. Les gens se disputent. Mais cette dispute-là avait le goût fade du mensonge convenu. Et dans l'univers de Miss Marple, rien n'est plus révélateur que les mots que l'on prononce sans y croire. Un peu plus loin, un jeune homme s'était assis seul, une valise modeste à ses pieds. Il tenait un carnet de notes, mais ne semblait pas y écrire. Ses yeux passaient nerveusement d'un passager à l'autre, mais se fixaient parfois, et furtivement, sur un homme plus âgé,
vêtu d'un manteau sombre et lisant un journal. Le contraste était saisissant. L'aîné semblait totalement absorbé dans sa lecture, impassible. Le plus jeune, lui, transpirait l'angoisse. Miss Marple suivit son regard, et le carnet à demi ouvert. Quelques mots étaient griffonnés à l'intérieur. Ce qu'on n'oublie pas revient toujours. Elle détourna les yeux, mais une pensée s'était logée en elle. Pourquoi ce jeune homme semblait-il si résolument inquiet du comportement d'un parfait inconnu? Ou bien, était-ce l'inverse? Le sifflet du chef de gare fendit l'air, et la locomotive s'ébranla, lâchant une bouffée de vapeur dans la lumière dorée du matin. Les wagons s'éloignèrent lentement, emportant avec eux un mélange confus de regards, de soupirs et de silence. Miss Marple resta sur le quai, droite, ses mains croisées sur son sac, son regard fixé sur la dernière voiture. Elle resta ainsi un moment, comme si quelque chose de vital venait de lui échapper, ou de lui apparaître. Elle ne bougea que lorsque l'horloge sonna l'heure pleine. Tout était à nouveau calme, et pourtant, en son fort intérieur, une certitude naissait, frêle encore, mais insistante. Quelque chose, ce matin, venait de se jouer dans ce train. Quelque chose de sourd, de dissimulé, et peut-être de fatal. Le train de 8h10 en provenance de St. Mildred ralentit à l'approche de la petite gare de Belminster. Dans le lointain, les collines étaient encore nappées de brume, et les oiseaux semblaient hésiter entre l'attente et le chant. Le quai s'animait lentement, comme à chaque matin. Quelques employés s'affairaient à déplacer des valises. Une dame âgée descendait prudemment les marches du wagon, tenant son sac contre elle avec une solennité attendrissante. Le chef de gare leva les yeux vers la montre suspendue sous la marquise. 9h03 précise. Tout semblait conforme. Un léger grincement accompagna l'arrêt complet de la locomotive, suivi d'un chuintement de vapeur. Le conducteur sortit brièvement la tête de sa cabine, échangea un signe de tête avec l'homme de quai, puis se replongea dans sa paperasse. Parmi les voyageurs, on distinguait les visages connus de ceux qui prenaient ce train quotidiennement, tous descendus dans une routine immuable. Et pourtant, dans ce décor si ordonné, une infime tension semblait flotter, comme un souffle retenu que personne ne voulait encore remarquer. Le portier, un certain Arthur Chivers, homme méthodique au visage rougeau, avait pour habitude de faire le tour des wagons dès l'arrêt du train. Ce matin-là, quelque chose l'intrigua. L'un des compartiments de première classe, le troisième à partir de la locomotive, restait obstinément fermé, sans signe d'activité à l'intérieur. Il tapota doucement à la vitre. Pas de réponse. Il renouvela son geste, un peu plus fort cette fois, en se penchant pour regarder à l'intérieur. La lumière était tamisée, les rideaux partiellement tirés. Une silhouette semblait assise, immobile, dos contre la paroi. « Monsieur » appela-t-il prudemment. Toujours aucun mouvement. Arthur consulta les registres mentaux des habitudes. C'était là qu'un certain maître Elwood, avocat bien connu, avait l'habitude de s'installer. Toujours ponctuel, toujours en costume 3 pièces, toujours avec cette mallette noire à la poignée usée. Il n'était pas du genre à dormir profondément avec ce mélange de prudence et de responsabilité propre aux gens de gare. Il inséra sa clé dans la serrure du compartiment. La porte s'ouvrit dans un silence ouaté. L'air du compartiment était légèrement plus frais que dans les autres, comme si la mort elle-même avait ralenti le temps. Maître Elwood était là, affaissé sur la banquette de velours gris. Sa tête reposait contre l'angle du siège, les mains posées à plat sur ses genoux. Son chapeau était tombé à ses pieds, et sa canne roulait contre la paroi. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun désordre apparent. Seule la pâleur de son teint, tirant sur la cire, trahissait l'irréversible. Arthur Chivers, après un moment de stupeur, recula instinctivement. Il appela d'une voix ferme un employé, ordonna qu'on prévienne la police locale et qu'on empêche tout autre passager d'approcher. À première vue, Maître Elwood semblait simplement endormi. Mais une chose glaçait. Ses paupières étaient entr'ouvertes, figées dans une expression presque surprise, et sa montre à gousset, attachée à son gilet, s'était arrêtée. À 8h47, exactement, l'ambulancier arrivé en premier constata ce que l'on craignait déjà. Le cœur ne battait plus depuis un bon moment. Un décès en apparence paisible, mais dont les circonstances, étrangement muettes, refusaient de livrer le moindre sens. Mais dans le compartiment,
Une absence silencieuse allait bientôt crier plus fort que tout. Lorsqu'un inspecteur débuta l'examen préliminaire des affaires du défunt, il lui sembla manquer quelque chose d'essentiel. Les poches de Maître Elwood contenaient un mouchoir brodé, une petite boîte de pastilles à la menthe, un billet aller simple pour Belminster, mais pas de document professionnel. Or, tout le monde connaissait le vieil avocat. Jamais il ne se séparait de sa mallette noire, toujours bien calée à sa gauche. Une rapide inspection du compartiment confirma la chose, pas la moindre trace de la mallette. Ni sous la banquette, ni derrière le siège, ni dans les filets au-dessus de sa tête. L'espace était d'une étrange propreté, presque trop lisse pour être naturelle. Le chef de gare affirma ne l'avoir ni portée ni vue. Aucun autre passager ne se souvenait l'avoir remarquée. Pourtant, elle faisait partie intégrante de l'apparence d'Elwood, comme son monocle ou sa cravate grise. Pourquoi cette mallette avait-elle disparu? Et surtout, que contenait-elle cette fois-ci? Des documents confidentiels? Une lettre compromettante? Un objet de valeur? Miss Marple, arrivée quelques minutes plus tard, observa de loin la scène. Ses yeux bleus se plissèrent doucement. Ce n'était pas tant la mort de Maître Elwood qui la troublait. C'était cette étrange absence. Un vide discret, mais essentiel, autour duquel le silence semblait s'organiser. Lorsque l'inspecteur Darnley, un homme carré aux sourcils épais, interrogea les passagers descendus du train, il fut frappé par l'uniformité des réponses. Tous affirmaient, avec une étonnante sérénité, n'avoir rien remarqué d'anormal durant le trajet. Pas de cris, pas de bruit suspect, pas de mouvements inhabituels. À croire que Maître Elwood avait quitté ce monde dans une indifférence collective soigneusement entretenue. Miss Blenkinsop déclara qu'elle avait somnolé, bercée par le balancement du wagon, et n'avait prêté attention à personne autour d'elle. M. Harding, plus tranchant, affirma qu'il s'était concentré sur son journal et qu'il n'avait même pas levé les yeux du Times. Madame Peabody, une veuve aux mains tremblantes, jura qu'elle avait tricoté sans interruption et n'avait rien vu d'autre que le paysage défilant. Tout cela paraissait honnête, ou plutôt trop bien accordé. L'inspecteur notait, l'air grave, tandis que le silence se faisait de plus en plus pesant. Chacun restait figé dans son rôle de témoin transparent, comme si le moindre mot de trop pouvait fissurer l'illusion d'innocence. Mais dans cette symphonie d'alibi, il manquait une note, ou peut-être une dissonance subtile, que seule une oreille plus fine saurait détecter. Pendant ce temps, le chef de gare, toujours précis dans ses relevés, notait chaque élément matériel à disposition. Lorsqu'il se pencha sur le corps, il fut frappé par un détail que personne, semble-t-il, n'avait encore mentionné. La montre de Maître Elwood. Accrochée à une chaîne d'argent, elle reposait encore dans la poche du gilet, son couvercle entrouvert. L'aiguille des minutes s'était figée à 47, celle des heures à 8. Le mécanisme semblait intact, mais ne battait plus. Une montre stoppée n'est pas rare lors d'un décès soudain, mais l'heure indiquée prenait un sens particulier. 8h47. Cela plaçait le moment probable de la mort à mi-chemin du trajet, précisément entre le passage du tunnel de Farnscombe et le pont de Whitehill. L'inspecteur fronça les sourcils. Le tunnel, une zone d'obscurité complète, d'isolement temporaire. Si un crime avait été commis, quel meilleur moment que celui où les lumières s'éteignent brièvement, les regards s'égarent, et les sons se confondent dans le roulis du train. L'heure ne mentait pas. Mais qui, à 8h47, aurait pu se tenir suffisamment près du compartiment d'Elwood? Et pourquoi? Miss Marple arriva quelques minutes plus tard, discrète comme toujours, son chapeau les genoux, tandis qu'elle s'installait sur un banc à l'écart de la scène. Personne ne fit immédiatement attention à elle, et c'était mieux ainsi. Car c'est dans cette semi-invisibilité que Miss Marple excellait. Elle observa longuement les passagers encore sur le quai, notant les postures rigides, les gestes nerveux, les regards évités. Son regard s'attarda sur Miss Blenkinsop, qui triturait sans cesse le fermoir de son sac, sur Madame Peabody, qui repliait soigneusement un tricot pourtant terminé, et sur le jeune homme assis non loin, le regard fixé dans le vide, comme s'il y cherchait un refuge. Puis elle observa le compartiment. On venait d'en refermer la porte. Mais ce fut le miroir, à l'intérieur, qu'elle aperçut par un reflet fugace à travers la vitre.
un miroir positionné à un angle précis. Inhabituel, même dans un compartiment de première classe. Elle fronça les sourcils. Un miroir, après tout, n'est jamais qu'un outil de renvoi ou de dissimulation. Elle ne dit rien. Mais quelque chose, en elle, avait commencé à se mettre en place. Comme une broderie dont les premiers fils apparaissent, encore brouillons, mais dont l'image finale, elle le savait, se dévoilerait tôt ou tard. Et déjà, au fond d'elle, une question tournait doucement. Pourquoi un homme comme Maître Elwood, si prudent, avait-il laissé son dernier voyage sans retour commencer, avec un billet aller si soigneusement plié dans sa poche? L'inspecteur Darnley, grand homme au regard impénétrable, parcourait lentement le quai avec un carnet en main. À l'aide du chef de train et des registres de vente de billets, il dressait la liste des voyageurs qui avaient occupé les compartiments attenants à celui de Maître Elwood. 8 noms s'y inscrivaient, tous résidents réguliers ou figures occasionnelles du village, à l'exception d'un certain Lionel Keane, jeune poète au regard vague. Le compartiment de Maître Elwood se trouvait encadré de celui de Miss Blenkinsop, sa secrétaire, et de celui partagé par Madame Peabody et Monsieur Harding, 2 visages bien connus sur cette ligne matinale. À cela s'ajoutait Madame Dalrymple, une veuve élégante, et 2 commerçants discrets dont les horaires variaient selon les jours de marché. À première vue, une assemblée inoffensive. Mais Miss Marple, assise non loin avec son tricot inachevé, savait qu'aucun compartiment de train ne reste neutre lorsque le crime s'y glisse. Miss Blenkinsop, une jeune femme mince à la voix voilée, se présenta d'elle-même à l'inspecteur. Elle affirma, d'une voix où perçait un soupçon d'effroi, qu'elle avait dormi pendant la majeure partie du trajet. Une migraine, dit-elle, l'avait prise dès le départ du train, et elle avait somnolé tête contre la vitre, un foulard sur les yeux. Je n'ai rien vu, ni entendu. Rien du tout, répéta-t-elle, les mains crispées sur son sac. Miss Marple, en retrait, observa avec attention le rythme de ses phrases, les silences entre les mots. Quelque chose sonnait faux, non dans les paroles, mais dans le trop grand soin apporté à leur neutralité. Une migraine? Pourtant, son maquillage était intact, et son foulard, noué à son poignet, ne portait aucun pli. Et puis, il y avait ce petit flacon tombé de son sac à main, que Miss Marple aperçut brièvement avant qu'elle ne le range précipitamment. L'huile essentielle de lavande. Relaxante pour certains, mais souvent utilisée pour masquer autre chose. Une émotion plus forte. Une peur ancienne, peut-être. Madame Peabody, voisine de compartiment et figure bienveillante aux jours osés, déclara avec fierté qu'elle n'avait guère levé les yeux de son tricot durant tout le trajet. Elle s'extasia sur les paysages pastoraux traversés par le train, les collines embrumées, les moutons alignés comme des perles blanches. Rien d'inhabituel, vraiment, conclut-elle d'un ton paisible, mais Miss Marple, qui connaissait les secrets d'un tricot autant que ceux du cœur humain, s'approcha subtilement pour examiner l'ouvrage posé sur les genoux de la vieille dame. Ce n'était pas le même motif qu'au départ de Saint-Mildred. Elle en était certaine. Le point avait changé au milieu de la pelote. Or, une tricoteuse aussi expérimentée que Madame Peabody ne changeait jamais de point sans raison. Avait-elle défait son travail? Pourquoi? Et surtout, pendant combien de temps son regard n'avait-il pas été fixé sur les moutons, mais ailleurs? Dans l'ombre d'un compartiment voisin. Monsieur Harding, costume bien taillé, téléphone portable ancien modèle à la main, tapait nerveusement du pied tandis qu'il attendait qu'on l'interroge. Il se disait pressé, très contrarié par le retard, et préoccupé par un appel manqué. J'avais rendez-vous à 9h15 précise. Je devais passer un appel depuis le train, mais pas de signal dans ce maudit tunnel. Voilà ce qui m'a retenu. Il parlait vite, trop vite. Ses gestes étaient secs, mais étudiés. Lorsqu'on lui demanda dans quel compartiment il se trouvait, il hésita une fraction de seconde avant de dire « Le 5e, juste derrière ce pauvre homme, je crois. » Miss Marple, qui ne se fiait jamais aux déclarations trop nettes, nota ce détail. En vérité, Saint-Mildred. Alors pourquoi ce matin-là avait-il choisi un autre emplacement? Et pourquoi tenait-il tant à mentionner l'absence de signal, comme pour justifier un moment précis du trajet?
Lionel Keane était assis à l'écart, une écharpe mal nouée autour du cou, le regard vague et les mains dans les poches. Lorsqu'on l'interrogea, il répondit d'une voix douce qu'il ne savait pas très bien ce qui s'était passé. Il avait passé le trajet à griffonner des vers dans son carnet, mais ne se souvenait pas vraiment de quoi il s'agissait. « Ma montre ne marche plus depuis 3 jours, je crois. Je ne fais pas attention à l'heure de toute façon. » Il sourit faiblement, comme s'il s'excusait d'être né distrait. Miss Marple, qui n'aimait pas les hommes trop jeunes pour être résignés, sentit chez lui non pas l'innocence, mais un repli. Le genre de repli né non de la paresse, mais d'un événement passé. Et ce carnet, qu'il tenait si serré, qu'écrivait-il donc à défaut d'horaire? Des souvenirs, des reproches, ou quelque chose de plus personnel? Madame Dalrymple, une veuve au maintien impeccable, dont la voix avait le timbre des pensionnats huppés, déclara avec détachement: « Je crois avoir vu un employé traverser le wagon pendant le tunnel. C'était furtif, je ne suis plus très sûr. » Cette phrase, glissée comme par hasard entre 2 observations sur la météo, fit froncer les sourcils de l'inspecteur. Aucun employé n'avait été assigné à ce wagon à ce moment-là, et personne d'autre n'avait vu cette silhouette. Miss Marple releva aussitôt la formule. « Je crois avoir vu. » Une manière polie de dire que l'on a vu, tout en conservant une échappatoire. Mais pourquoi mentirait-elle? Et si elle disait vrai? Alors cette silhouette pouvait bien être celle du coupable, ou celle de quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être là. En écoutant tous ces témoignages, Miss Marple, de retour chez sa nièce ce soir-là, feuilleta distraitement un vieux calendrier ferroviaire. Elle revit mentalement la scène. La montre arrêtée à 8h47, la déclaration de Harding sur le tunnel, la remarque de Mrs. Dalrymple. Mais l'ordre ne collait pas. Le tunnel ne pouvait pas avoir été franchi à 8h47. Ce tronçon était toujours traversé à 8h39, sauf en cas de ralentissement. Et ce matin-là, le train n'avait eu aucun retard au départ. Elle se leva, s'approcha de l'horloge du salon, une vieille horloge à balancier que son frère lui avait offerte. Elle marqua 8h47 et s'arrêta. Miss Marple sourit. Les gens mentent, les souvenirs mentent, mais les horaires de chemin de fer, eux, rarement. Et si le crime avait été commis avant le tunnel et non pendant? Le compartiment numéro 6, inoccupé au moment de l'arrivée à Belminster, devait servir à entreposer quelques colis ou permettre à des voyageurs en retard de s'installer sans déranger les autres. Mais ce matin-là, ce fut un jeune employé de la gare, George Spinks, qui y pénétra le premier, sur ordre de l'inspecteur Darnley, afin d'en vérifier l'état. Dès l'ouverture de la porte, son regard fut attiré par un sac de voyage en toile grise posé sur la banquette. Il avait l'air usé, mais intact, le cuir légèrement râpé sur les coins. Il n'était ni étiqueté ni verrouillé, et pourtant, personne ne l'avait signalé comme perdu ni laissé derrière soi. George hésita une seconde avant d'aller chercher le chef de gare. Ce dernier, d'un air sévère, l'aida à inspecter le contenu du sac. Miss Marple, toujours présente sur le quai, leva discrètement les yeux vers eux. Un bagage abandonné. Voilà qui tranchait avec la ponctualité méticuleuse des usagers du 8h10. Il ne faisait plus de doute que le compartiment muet avait encore quelque chose à dire. Et ce qu'il allait révéler risquait de troubler davantage le décor soigneusement ordonné de ce matin brumeux. Le sac s'ouvrit sans résistance. À l'intérieur, soigneusement emballée dans une serviette de coton à rayures, se trouvait une lame métallique, fine mais acérée, telle qu'on en utilisait autrefois dans les boîtes à courrier. Elle n'avait rien d'une arme de fortune. Son tranchant était encore affûté, et la poignée, en bois foncé, portait la marque d'un usage fréquent. Mais ce n'était pas tout. Au fond du sac, pliée avec soin, une écharpe de laine claire dégageait une odeur étrange. En y regardant de plus près, une tache brunâtre apparaissait sur le bord. Ni tout à fait rouge, ni tout à fait sèche. Le tissu lui-même était doux, féminin, et portait encore les plis d'un usage récent. L'inspecteur fronça les sourcils. Il murmura quelques ordres, fit isoler le sac et en interdit l'accès. Mais Miss Marple, qui avait entrevu la lame et l'écharpe avant qu'on ne referme précipitamment le tout, sentit son esprit s'agiter. Un sac oublié, une arme, une écharpe tachée.
Trop pour une simple rapidement de faire le tour des passagers encore présents sur les lieux. Il montra la description du sac, sans révéler son contenu, et demanda si quelqu'un en était le propriétaire ou pouvait en identifier l'origine. Les réponses furent unanimes, non. Aucune reconnaissance, aucune hésitation. Même ceux qui paraissaient incertains se contentèrent de hausser les épaules. Le ton général était celui de l'étonnement poli. Mais Miss Marple, attentive à ces petits silences qu'on laisse volontairement s'installer, remarqua un détail. Certaines réponses vinrent trop vite, comme si l'on s'y était préparé. Elle vit aussi quelques regards s'échanger discrètement, furtivement. Des regards qui ne disaient pas « je ne sais pas », mais plutôt « je préfère ne pas savoir ». Dans ce genre de situation, l'absence de réaction est parfois la plus bavarde des réponses. Ce fut au moment où tout semblait retomber dans un calme factice que Miss Marple nota un détail singulier. Madame Peabody, la tricoteuse aux doigts agiles, portait ce matin-là une paire de gants beiges en daim souple. Rien de très surprenant en apparence. Sauf que cette même dame, connue dans tout le village pour son aversion des accessoires superflus, ne portait jamais de gants, ni en été, ni en hiver, encore moins lors de ses trajets quotidiens. Mais ce qui intrigua davantage Miss Marple fut la coupe des gants. Trop large, les doigts en dépassaient à peine, comme si elle les avait enfilés à la hâte, ou comme si ce n'étaient pas les siens. Elle s'approcha poliment. « Un nouveau tricot, Madame Peabody » demanda-t-elle. « Oh, juste une écharpe, pour une nièce » répondit la vieille dame avec un sourire flottant. Mais les yeux de Miss Marple étaient fixés non sur l'écharpe, mais sur les coutures légèrement abîmées au bout des gants. Et si ces gants n'étaient pas là pour se protéger du froid, mais pour dissimuler autre chose? Ce fut en entrant dans le bureau du chef de gare, où le sac avait été momentanément déposé, que Miss Marple détecta une senteur familière. Un arôme léger, presque aérien, flottait dans l'air. Lavande et bergamote, doux mais distinct. Elle plissa légèrement le nez. Ce parfum, elle le connaissait. Il ne venait ni du bois ciré du bureau, ni des fleurs du jardin. Il venait du sac lui-même, et plus précisément, de l'écharpe qui s'y trouvait. Elle repensa aussitôt au flacon tombé du sac de Miss Blenkinsop. La lavande, la même, trop subtile pour un hasard, trop semblable pour ne pas y voir un lien. Miss Marple ne dit rien, mais elle nota mentalement l'association. Une lame cachée, une écharpe tachée, et une fragrance bien trop délicate pour appartenir à une inconnue. L'arôme d'un secret, peut-être. Celui que l'on tente de dissimuler avec élégance. Alors que l'enquête se poursuivait, Miss Marple, postée en retrait sur le quai, observait. Non les grandes déclarations ni les alibis soigneusement construits, mais les interstices, les silences, les hésitations, les gestes contenus. Elle aperçut alors, à quelques pas d'elle, Miss Blenkinsop et M. Harding. Tous deux parlaient à voix basse. Rien d'anormal à première vue. Mais lorsque l'employé mentionna à nouveau le sac retrouvé, leurs regards se croisèrent. Un échange bref, chargé d'une tension visible, comme une reconnaissance muette d'un détail qu'il ne souhaitait pas voir ressurgir. Miss Marple inclina légèrement la tête. Elle avait déjà vu ce genre de regard entre deux personnes liées par une vérité qu'elles ne peuvent ni nier, ni avouer. Pas encore, du moins. Le sac avait été oublié, oui, mais par qui? Et pourquoi ces deux-là semblaient-ils vouloir qu'on n'en parle pas davantage? La brise du matin soufflait doucement sur le jardin soigné de la maison de Joanne Hartnell, la nièce de Miss Marple. Tandis que celle-ci s'occupait des géraniums en bordure de terrasse, un pot de fleurs se renversa sous l'effet du vent ou d'un mouvement maladroit du chat. Joanne, accroupie pour ramasser les débris, aperçut alors une forme rigide et ternie, coincée entre la terre humide et les racines d'un vieux bégonia. Il s'agissait d'une enveloppe, à moitié enterrée, maculée de traces brunes et de poussière. Le papier jauni, usé sur les bords, témoignait d'un séjour prolongé sous les intempéries. Intriguée, Joanne appela sa tante qui, d'un pas tranquille, s'approcha et prit le document avec précaution. Miss Marple le tourna entre ses doigts sans mot dire. Ce genre d'enveloppe, pliée sans cachet, sans adresse, avait le goût du secret plutôt que de la correspondance oubliée. Elle fronça légèrement les sourcils. Ce qui était dissimulé sous un pot, dans un jardin privé, n'était sans doute jamais destiné à la poste.
Mais à qui était-elle destinée? Et pourquoi s'était-elle retrouvée là? Miss Marple ouvrit l'enveloppe sans brusquerie. À l'intérieur, un feuillet unique, plié en trois, portait une courte missive manuscrite. L'écriture fine, hésitante. Le texte, quant à lui, ne laissait guère de place au doute quant à son ton. Vous pensiez pouvoir enterrer le passé, mais le passé revient toujours. Ce que vous m'avez fait, je ne l'ai jamais oublié. Vous paierez. Aucune signature, aucun nom, pas de date, pas de timbre, pas même de salutation. Mais au dos du feuillet, dans un coin, le nom de maître Elwood était griffonné, à peine lisible. Miss Marple resta un instant silencieuse. La lettre n'avait pas été postée. Elle avait été cachée. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Était-ce une menace réelle? Une tentative d'intimidation jamais envoyée? Ou au contraire, une pièce déposée volontairement dans l'espoir qu'on la trouve, mais trop tard? Et surtout, qui avait voulu qu'Elwood sache, sans jamais pouvoir répondre? Assise à son secrétaire sous la lumière oblique du matin, Miss Marple observa la lettre à la loupe. Ce n'était pas l'écriture spontanée d'un esprit échauffé. Les lettres étaient trop régulières, les boucles soigneusement tracées, les espacements étrangement métronomiques. Un tel soin n'était pas naturel. Elle reconnut ce genre d'écriture faussement neutre, celle que l'on adopte quand on tente précisément de ne pas être reconnu. C'était le genre d'artifice qu'un instituteur aurait pu enseigner, ou qu'un élève appliqué aurait pu imiter pour dissimuler sa véritable main. Mais Miss Marple savait que derrière chaque ligne trop parfaite, il y a un tremblement. Celui de la peur, de la vengeance ou du remords. Et dans ce cas précis, peut-être les trois à la fois. Elle ne connaissait pas encore le nom de l'auteur, mais elle devinait déjà que ce n'était pas un message lancé à la légère. La phrase « Ce que vous m'avez fait en 1932 » résonnait comme une cloche lointaine dans la mémoire de Miss Marple. Elle n'était pas sans rappeler un souvenir diffus, une affaire judiciaire ancienne, évoquée un jour au salon de thé de Saint-Mildred. Ce fut donc avec une discrétion maîtrisée qu'elle se rendit à la bibliothèque municipale de Belminster, où étaient conservées les archives locales. Elle consulta les registres des procès civils de cette année-là. Et bientôt, un nom attira son attention. Thomas Hargreaves contre W. Elwood, affaire d'héritage contesté. Les journaux de l'époque relataient un scandale discret mais douloureux. Hargreaves, neveu désigné dans un testament initial, avait été évincé au profit d'une organisation caritative après une révision des volontés orchestrée par maître Elwood. Le procès s'était soldé par une défaite du plaignant, lequel avait disparu peu après, ruiné, humilié, reclus dans quelques coins perdus du comté. Miss Marple replia lentement les pages. La vengeance, même silencieuse, a une longue mémoire. De retour au village, Miss Marple choisit un moment propice pour mentionner l'existence de la lettre à Miss Blenkinsop, sous couvert d'une conversation innocente. Il est curieux, n'est-ce pas, que certaines correspondances refassent surface après tant d'années. Une lettre adressée à feu maître Elwood, retrouvée sous un pot par exemple. La jeune femme blêmit. Cela ne dura qu'un instant, mais suffisant pour que Miss Marple le remarque. Elle se reprit aussitôt, se forçant à sourire. « Oh, une lettre? Non, je n'en sais rien. Sans doute une plaisanterie ancienne. » Mais son ton manquait de conviction. Elle évita le regard de son interlocutrice, serra son sac un peu plus fort et prétexta devoir partir. Miss Marple, elle, resta immobile. Elle n'avait pas besoin de preuves. Le visage de Miss Blenkinsop avait déjà parlé. Le lendemain, lors de sa promenade matinale, Miss Marple croisa M. Greeley, ancien notaire et grand bavard devant l'Éternel. La conversation, après quelques banalités sur les oignons en fleurs, glissa doucement vers maître Elwood. « Ah, l'affaire Hargreaves, oui, ça remonte. Une histoire triste, ça. Le jeune homme avait une sœur, vous savez, plutôt fragile. Après le procès, elle s'est retirée de la vie publique. Il disait qu'elle avait quitté le pays, mais moi, je n'y ai jamais cru. Elle avait l'air de quelqu'un qui attendait quelque chose. » Miss Marple inclina doucement la tête. Une sœur. Fragile, effacée.
disparue, mais peut-être pas si loin. Le genre de personne que l'on remarque peu, sauf lorsqu'elle se trouve dans le même wagon qu'un vieil avocat mort subitement. Ce soir-là, Miss Marple s'installa près de la fenêtre, la lettre posée sur ses genoux. Le salon baignait dans la lumière dorée du crépuscule, et l'horloge murale égrenait les secondes avec une régularité apaisante. Elle relut une fois encore la phrase finale. « Vous paierez ». Simple, brutal, déterminé. Mais le ton, malgré les mots, n'avait rien de véhément. Il semblait résigné, comme si le châtiment n'était pas une menace, mais une étape, presque une promesse intime. Miss Marple leva les yeux vers le jardin où les géraniums s'assoupissaient lentement. Une pensée se formait, avec une logique douloureuse. Par un après-midi légèrement voilé, Miss Marple prit le chemin du cottage de Mrs. Dalrymple, une veuve récemment installée à Saint Mildred. Le jardin était soigneusement entretenu, rien d'exubérant, mais chaque rosier semblait à sa place, taillé avec une rigueur presque militaire. Prétextant un échange de conseils sur la culture de la rose trémière, sujet de conversation aussi inoffensif que propice à l'observation, Miss Marple avait prévu de s'entretenir de façon plus subtile avec cette voyageuse du fameux 8h10. Mrs. Dalrymple, toujours tirée à 4 épingles, accueillit Miss Marple avec une politesse aimable, quoiqu'un peu distante. La porcelaine fine fut sortie, les biscuits maison déposés sur un apron brodé, et la conversation s'orienta naturellement sur les trajets ferroviaires. Le thé fumait doucement, et les premières phrases étaient aussi lisses qu'attendues. Temps incertain, siège peu confortable, horaire parfois capricieux. Mais sous cette banalité apparente, Miss Marple cherchait autre chose, et elle savait que, dans les maisons bien rangées, les secrets se cachaient souvent derrière les rideaux les plus bien repassés. Encouragée par l'attention sincère de Miss Marple, et flattée peut-être d'être interrogée par une dame aussi respectée, Mrs. Dalrymple se mit à évoquer son voyage avec une mémoire étonnamment vivace. Elle se rappelait le passage du train près du verger de Westbrook, les chevaux à l'arrêt près du champ au digital, et même la tenue de la dame assise 2 compartiments plus loin, un tailleur beige à broche de nacre. Elle se souvenait aussi que l'homme d'affaires, M. Harding, avait feuilleté son journal sans jamais le lire vraiment, et que la secrétaire semblait avoir quelque chose sur le cœur. Miss Marple l'écoutait sans l'interrompre. Trop de précision peut trahir une mémoire construite plus qu'expérimentée. Mais il était encore trop tôt pour juger. Le souvenir que Madame Dalrymple n'allait pas tarder à livrer allait faire basculer l'entretien. Après une gorgée de thé, Mrs. Dalrymple baissa légèrement la voix, comme si ce qu'elle s'apprêtait à dire appartenait à une autre dimension. « J'ai vu quelqu'un passer, pendant le tunnel. » Miss Marple posa sa tasse avec délicatesse. « Passer, cher ami ?»« Oui, juste une ombre. La lumière était coupée, bien sûr, mais j'ai vu une silhouette, je dirais, moyenne, rapide, presque pressée. Elle a traversé le couloir entre 2 compartiments. Cela n'avait rien d'habituel. Le règlement interdisait tout déplacement pendant le tunnel, surtout dans cette section du train pour des raisons de sécurité. Et pourtant, Madame Dalrymple en parlait comme d'un fait certain, quoique enveloppé d'un flou prudent. J'ai d'abord cru à un employé, mais ils sont en uniforme. Et là, je n'ai vu qu'une forme. Ce jury de révélation, Miss Marple le savait, ne surgit pas par hasard. La veuve n'avait pas cherché à se rendre importante. Elle avait attendu le moment opportun pour en parler, et cela, en soi, était déjà révélateur. Comme pour donner plus de poids à son récit, Madame Dalrymple ajouta ensuite un détail presque anodin, mais qui fit immédiatement tressaillir Miss Marple. Il y a eu un bruit, un peu avant que les lumières reviennent. « Quel genre de bruit ?» demanda Miss Marple doucement. « Sourd, un peu comme le claquement d'une portière, mais pas tout à fait. Peut-être un choc amorti, comme un objet tombé sur un tapis, ou quelqu'un qui... » Elle s'arrêta, fronça les sourcils. « Enfin, vous voyez, ce genre de son qu'on entend sans y prêter attention, mais qui reste dans l'oreille. Miss Marple, elle, l'entendait très bien. Et si ce bruit n'avait pas été un objet, mais un geste, un mouvement irréversible,
commis dans le noir, au moment précis où personne ne pouvait le voir. Avant de quitter le salon, Miss Marple, toujours attentive à son environnement, jeta un coup d'œil autour d'elle. Sur le porte-manteau près de la porte d'entrée pendait une écharpe claire, d'un ton ivoire discret, à peine froissée. C'était un modèle banal, mais Miss Marple ne croyait guère au hasard. La texture, la teinte, le pli du tissu, tout correspondait à l'écharpe retrouvée dans le sac abandonné. Une odeur légère flottait autour, lavande. « Charmante, n'est-ce pas ?» dit Madame Dalrymple avec désinvolture. « Je l'ai achetée au marché de Belminster, je crois. » Miss Marple se contenta d'un sourire. Il n'était pas question d'accuser, ni de conclure trop vite. Mais une question flottait, comme suspendue à ce morceau de laine apparemment anodin. Était-ce la même? Ou bien une sœur jumelle? Alors qu'elle se levait pour prendre congé, Miss Marple remercia son hôtesse pour le thé. Madame Dalrymple, en bonne maîtresse de maison, l'accompagna jusqu'à la porte. « Je suis navrée de ne pas pouvoir vous en dire davantage, » dit-elle d'un ton soucieux. Puis, avec un sourire distrait, elle ajouta « Enfin, je suppose que Blenkinsop saura vous éclairer mieux que moi. » Elle était beaucoup plus proche d'Hargreaves. Miss Marple s'arrêta net. Elle n'avait jamais mentionné le nom d'Hargreaves. Pas une seule fois. Madame Dalrymple, elle, sembla ne pas s'en apercevoir. Marple, en descendant l'allée gravillonnée, sentait le froid du doute s'installer. Elle n'avait pas encore toutes les preuves. Mais désormais, elle savait que la veuve n'était pas qu'une voyageuse curieuse. Elle connaissait le passé, et ce passé revenait, comme un écho de justice ancienne, sous la forme d'un regard entrevu dans le noir. Ce matin-là, le quai de la petite gare d'Underhill était baigné d'une lumière pâle, encore hésitante. Miss Marple, venue y déposer une lettre urgente au guichet, flânait lentement, observant les moindres détails comme à son habitude. Ce fut en passant près du banc de bois, celui situé non loin du distributeur de journaux, qu'elle remarqua une feuille, repliée de manière presque soignée, dépassant à peine sous le banc. Son regard, formé par des années d'attention aux choses qui échappent aux autres, y vit aussitôt plus qu'un simple bout de papier abandonné. Elle se pencha avec discrétion et la ramassa. C'était une page crème, un peu froissée sur les bords, et couverte d'une écriture fine, penchée, au style d'un autre temps. Il ne s'agissait pas d'une lettre ni d'un billet, mais d'un poème. Quelques vers alignés avec soin, presque trop soigneusement. Les rimes sonnaient étrangement sombres pour un papier aussi lumineux. Miss Marple s'assit un instant, feignant de vérifier l'heure sur la grande horloge de la gare. En vérité, elle lisait, attentive. Car ce qu'elle venait de trouver n'était pas un simple élan lyrique. C'était une voix blessée. Les vers s'enchaînaient dans un rythme contenu, mais non dénué de passion. On y parlait de justice refusée, de dossiers manipulés, de paroles creuses récitées dans une salle trop silencieuse. À mesure qu'elle parcourait les lignes, Miss Marple sentait monter une colère contenue, une douleur ancienne. Et le marteau frappa pour un droit sans visage, tandis que mon nom sombra dans l'oubli du papier. Les images étaient vives, mais les mots portaient un poids personnel. Il n'était pas question ici d'un poème de circonstance, mais d'un témoignage déguisé. La personne qui l'avait écrit n'avait pas simplement voulu faire œuvre de poésie. Elle avait voulu dire quelque chose, peut-être même confesser quelque chose, sans l'avouer trop directement. Miss Marple était sensible à ce genre de langage codé. Le choix des mots, les allitérations, la façon dont certains termes revenaient à intervalles réguliers. Tout laissait penser à une blessure intime, à un homme qu'on avait dépouillé plus qu'humilié. Mais ce poème n'était-il qu'une plainte, ou bien annonçait-il quelque chose d'autre? Arrivée au 3e quatrain, Miss Marple s'immobilisa. Une phrase sonnait étrangement familière. Celui qui plaidait l'héritage d'autrui tordait la loi comme un if sous la pluie. Ce vers-là, elle l'avait déjà entendu, ou quelque chose de très proche. Peut-être pas sous forme poétique, mais l'image lui rappelait vivement un épisode ancien, une affaire d'héritage contestée, où un avocat particulièrement redouté, un certain Elwood, avait défendu la veuve contre les descendants légitimes. Ce fut un souvenir diffus, mais entêtant. Et dans l'univers feutré de Miss Marple, un souvenir qui insiste est rarement innocent. Il fallait en avoir le cœur net. De retour à St. Mildred, Miss Marple fit un détour par la bibliothèque municipale.
Parmi les archives reliées en cuir fauve, elle retrouva, avec un soin patient, les éditions du journal local de l'année 1932. Là, dans les pages jaunies, elle relut les comptes rendus d'un procès qui, à l'époque, avait divisé les esprits. Thomas Hargreaves, fils d'un propriétaire terrien déchu, avait contesté un testament léguant la totalité du domaine à une gouvernante d'origine modeste. L'affaire avait passionné les lecteurs. L'avocat de la gouvernante n'était autre que Maître Elwood, alors dans la force de l'âge, réputé pour son éloquence impitoyable. Malgré des témoignages contradictoires et des rumeurs d'influence, Elwood avait gagné. Peu après, Thomas Hargreaves fut retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Bournemouth. Officiellement un suicide. Officieusement, une déchéance trop lourde. Miss Marple ferma doucement le volume. Le poème parlait-il de cette injustice ou de ses conséquences? Et si l'auteur était lié à cette tragédie, que cherchait-il à dire? Ou à faire? Revenue chez elle, Miss Marple retourna la feuille avec prudence. Un détail discret s'y trouvait, presque effacé. Un prénom, écrit à l'encre pâlie. Lionel. Cela ne suffisait pas, bien sûr. Mais ce prénom ne lui était pas étranger. Elle l'avait entendu récemment. Puis le souvenir se fixa. Lionel, le jeune homme du compartiment A, celui qui lisait sans vraiment lire, le regard perdu entre les pages, avec un air de tension contenue. Il avait été poli mais distrait, son manteau froissé, son cartable usé, et un carnet noir qu'il ne cessait d'ouvrir sans y écrire. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Miss Marple prit volontairement le même train du matin. Elle n'eut pas besoin de chercher longtemps. Lionel était là, à sa place habituelle, près de la fenêtre. Elle engagea la conversation avec son naturel habituel. Quelques mots sur la météo, la lenteur du train, l'odeur désagréable du charbon. Lionel répondit avec courtoisie, mais ses yeux ne se posaient jamais vraiment sur elle. Il semblait écouter sans entendre, sourire sans y croire. Puis, à un moment anodin, elle dit doucement « J'ai trouvé un poème hier matin. Un très beau poème, empreint d'une grande douleur. » Lionel eut un léger sursaut. Rien de dramatique, mais suffisant. Il détourna les yeux, chercha une réponse, puis se contenta de hocher la tête. « Il y a beaucoup de gens tristes aujourd'hui, » murmura-t-il. Mais ce n'était pas une réponse. C'était une esquive. Et dans le silence qui suivit, Miss Marple sut qu'elle avait trouvé l'auteur. De retour chez elle, Miss Marple relut encore le poème. Cette fois, elle ne chercha pas l'émotion, mais la structure. Les répétitions, les glissements de pronoms, les références voilées. Une phrase revenait 2 fois. « Ce que vous avez volé, je ne peux le reprendre. » Ce n'était pas une menace, c'était un chagrin. Et pourtant, dans l'élégance des mots, on sentait la pointe d'une revanche, mais non pas celle du sang. Une revanche plus fine, plus lente, qui attendait son heure, ou qui croyait l'avoir trouvée. Lionel, se dit Miss Marple, n'était pas animé par la haine. Il était prisonnier d'un deuil transmis, hérité. Peut-être un neveu de Hargreaves, ou un ami trop jeune à l'époque, mais hanté par l'injustice. Le poème n'était pas une preuve, mais il était une confession. Subtile, voilée, déguisée sous des vers raffinés. Une manière d'écrire ce que la justice n'avait jamais lu. Et Miss Marple, en posant le poème sur la table, sut que l'énigme se resserrait. Restait à comprendre. Jusqu'où Lionel était-il prêt à aller? Et que cherchait-il à réparer ou à briser? Assise devant sa fenêtre à Saint-Mildred, une tasse de thé tiède entre les mains, Miss Marple laissait son esprit revenir dans ce compartiment feutré, là où Maître Elwood avait été découvert, affaissé contre la cloison, le regard figé dans le vide. Elle revoit le tapis élimé, la valise à demi ouverte, le veston soigneusement replié sur le siège opposé. Rien ne semblait troubler l'apparence d'un homme endormi, sauf cette immobilité si étrange, si définitive. Elle se remémore les détails. L'odeur persistante de cigares, la petite montre dorée arrêtée à 8h47, et surtout, ce silence étrange qui régnait malgré le tumulte du train. Chaque élément, pris isolément, semblait banal. Ensemble, pourtant,
Il composait un tableau troublant. Il ne manquait que la clé, ce détail minuscule que seul un esprit patient et méticuleux pouvait distinguer. Et Miss Marple sentait qu'elle s'en approchait. Un souvenir, soudain, la frappa. Lors de l'interrogatoire discret que le chef de gare avait mené, la veuve d'Elwood, une femme au port digne mais au regard trouble, avait évoqué un détail singulier. Elle avait affirmé avoir vu, à travers la vitre, le mouchoir de son mari glisser de sa poche, alors qu'il s'installait dans le compartiment. Mais ce détail n'aurait pu être aperçu que depuis un angle très précis, celui situé juste à l'avant du compartiment, de biais, comme si l'on avait observé la scène en se penchant subtilement. Or, selon le placement des passagers, personne ne se trouvait dans cette position. Miss Marple, les doigts posés contre sa tasse refroidie, ferma les yeux un instant. Cette déclaration ne pouvait pas être un simple lapsus. Elle prouvait autre chose, que la veuve avait vu, sans être vue. Mais comment? L'image du compartiment, lentement, se reformait dans l'esprit de Miss Marple. Et alors, un détail lui revint, presque insignifiant, que seuls les yeux d'une vieille demoiselle rompue à l'art du tricotage des vérités pouvaient relever. Un petit miroir mural, à l'ancienne, fixé entre deux lambris. Il était orienté légèrement vers l'intérieur, de sorte que, depuis le couloir, si l'on s'y positionnait habilement, on pouvait capter un reflet partiel de l'intérieur. Une telle disposition n'était pas le fruit du hasard. Ce miroir, que tout le monde prenait pour un ornement désuet, devenait soudain un œil secret, un instrument de surveillance discret. Miss Marple sut alors que la veuve n'avait pas menti. Elle avait vu, mais non pas depuis un siège dans le wagon. Elle avait observé depuis le couloir, juste avant le tunnel. Et cela changeait tout. Le tunnel. Bien sûr. Miss Marple se remémora le moment exact où le train y pénétrait. Une obscurité brève mais totale. Un fracas assourdissant, comme un rideau de ténèbres abaissé sur la vérité. C'était le moment idéal. Une silhouette dans le couloir, en attente. Un regard dans le miroir pour s'assurer que la victime était seule, plongée dans sa lecture ou dans ses pensées. Et puis, un geste rapide, précis, à travers la cloison vitrée entr'ouverte. Le coup avait été porté non pas depuis l'intérieur, mais depuis l'extérieur du compartiment, dans cette seconde suspendue où plus personne ne pouvait voir. Grondement du tunnel. Miss Marple sentit un frisson glisser le long de sa nuque. Le crime avait été conçu avec froideur. Mais l'esprit derrière ce geste, elle le reconnaissait désormais. Tout s'imbriquait enfin. Le miroir trompeur, le poème teinté d'amertume, la lettre perdue puis retrouvée, l'attitude trop contrôlée de la veuve et le regard fuyant de Lionel. L'arme, un poinçon métallique d'horloger retrouvé par un enfant sous un siège. La silhouette dans le couloir. La veuve, observant par le miroir. Le mobile, une vengeance lentement mijotée, tissée entre deux générations, celle du fils du défunt Thomas Hargreaves et celle du conseiller qui l'avait ruiné. Mais la main qui avait frappé n'était peut-être pas celle que tous soupçonnaient. Miss Marple referma doucement le carnet où elle avait consigné ses observations. Rien ne vaut un miroir pour refléter la vérité, à condition de savoir où regarder. Par un après-midi d'une tranquillité presque irréelle, la porte vitrée du salon de thé de Sainte Mildred s'ouvrit pour accueillir une réunion des plus insolites. Miss Marple, d'apparence toujours aussi discrète, avait pris l'initiative d'inviter certains passagers du train à partager une tasse de thé, sous prétexte d'échanger des souvenirs sur le malheureux maître Elwood. La veuve, voilée de noir, fut la première à franchir le seuil, suivie de près par Lionel, les épaules légèrement voûtées et les doigts tachés d'encre. Deux autres dames, l'une vive comme une mésange, l'autre engoncée dans un manteau sévère, s'installèrent en silence, tandis qu'un vieux colonel à la moustache broussailleuse prit place près du samovar, manifestement sceptique. Miss Marple, quant à elle, demeura debout un instant, distribuant sourires et tasses avec une politesse qui n'avait rien d'innocent. Le salon, d'ordinaire paisible, semblait tout à coup chargé d'une tension palpable. Les murs, couverts de portraits sépia, paraissaient écouter. Ce n'était pas un thé de condoléances. C'était un moment choisi, une scène préparée.
et Miss Marple en connaissait le moindre mouvement. Car ce jour-là, au fond d'une théière en porcelaine, elle s'apprêtait à révéler les dernières vérités. Mais encore fallait-il que chacun accepte de les entendre. Les invités s'étaient installés avec une civilité feinte, mais les gestes trahissaient ce que les mots taisaient. Madame Elwood, les mains serrées sur une tasse intacte, ne cessait de lisser le pli invisible de sa jupe. Lionel, lui, jetait des regards furtifs vers la fenêtre, comme s'il cherchait une échappatoire dans le jardin. La vieille Miss Partridge, d'habitude si volubile, gardait un silence inhabituel, ses yeux fixés sur la nappe en dentelle. Les tasses tintaient faiblement, les cuillères tournaient lentement dans les soucoupes, et l'arôme du thé Earl Grey peinait à masquer l'odeur plus âcre d'une nervosité diffuse. Miss Marple, assise au bout de la table, tricotait distraitement. Le cliquetis régulier des aiguilles contrastait avec l'immobilité des visages. Son regard semblait vagabonder, mais il observait tout. Les mains qui tremblent, les doigts qui s'attardent trop longtemps sur une anse, les sourires qui ne remontent pas jusqu'aux yeux. Elle sentait que la toile se resserrait, que chacun, dans cette pièce, avait son rôle. Certains jouaient faux, d'autres trop justes, et derrière chaque politesse, une vérité menaçait de surgir. « Un thé tranquille », disait-il. Pas tout à fait. Avec une douceur presque maternelle, Miss Marple posa ses aiguilles et prit la parole, sa voix claire, mais sans hauteur. Elle retraça les faits tels que chacun les connaissait. Un homme, Maître Elwood, réputé pour sa rigueur implacable, était monté dans le train de 8h12. Il avait été retrouvé inerte dans son compartiment, la montre arrêtée à 8h47. Une lettre froissée, sans signature, reposait à ses pieds. « Il est naturel, dit-elle, que dans une affaire aussi troublante, chacun tente de reconstituer le fil des événements selon ce qu'il croit avoir vu ou entendu. » Elle évoqua les témoignages. L'un disait avoir aperçu la victime en pleine lecture. Un autre affirmait avoir senti une odeur étrange en passant dans le couloir. Tous avaient partagé ce qu'ils croyaient être une vérité fragmentaire. Et pourtant, continua Miss Marple en fixant le fond de sa tasse, ce n'est pas toujours ce que l'on voit qui importe, mais ce que l'on oublie de regarder. Autour de la table, les visages s'étaient tendus, imperceptiblement. Car ce rappel de l'ordre des choses annonçait qu'il allait bientôt être bouleversé. Miss Marple reprit d'un ton égal, mais ses mots, désormais, portaient une clarté coupante. Elle égrena les détails, comme les perles d'un collier longtemps emmêlé. Une écharpe parfumée, laissée négligemment sur un siège. « Mais qui parfume son écharpe avant un trajet matinal, je vous le demande » murmura-t-elle. Une montre arrêtée précisément à 8h47, trop précisément peut-être, et pourtant les doigts avaient cessé de bouger. Une lettre non signée, mais d'une écriture reconnaissable, aux yeux de qui veut bien comparer. Et surtout, un poème. Trop lyrique pour être anodin, trop amer pour être simplement littéraire. Les visages s'étaient figés. Les regards se croisaient sans se rencontrer. Miss Marple continua posément. Chacun de ces éléments, pris seul, pouvait paraître insignifiant. Ensemble, ils forment un langage, un aveu crypté. Et je crois, mes chers amis, que quelqu'un ici comprend ce langage bien mieux qu'il ne le prétend. Elle leva les yeux et les posa sur la personne restée la plus silencieuse jusqu'ici. La vérité allait désormais devoir s'exprimer, ou être trahie par le silence. Miss Marple, toujours assise dans le coin du salon de thé, reprit la parole avec une douceur qui contrastait avec la précision de ses observations. « Il m'a semblé, dit-elle paisiblement, que beaucoup s'étaient demandé comment un coup fatal avait pu être porté dans un compartiment clos, sans témoin, sans alerte. » Elle fit une pause, laissant planer un court silence. Le petit miroir incliné, fixé au mur du couloir. Voilà la clé. Un miroir légèrement tourné permettait d'observer l'intérieur du compartiment d'en face, sans se faire remarquer. Et si l'on choisit le moment précis où le train entre dans un tunnel, une personne attentive et discrète peut agir sans être vue. Des frissons passèrent sur certains visages. Mais ce n'est pas tout. Le véritable tour de force était dans le déguisement, ou plutôt dans l'absence de toute attention. Une femme de petite taille, vêtue avec modestie, d'un âge avancé,
marchant lentement dans un couloir. Personne ne lui prête attention, surtout si elle semble confuse, presque invisible. Le regard de Miss Marple se tourna vers Madame Peabody. Sa silhouette menue, sa canne, son foulard noué d'une main tremblante. Tout semblait crédible. Trop peut-être. Ce sont les invisibles qu'il faut parfois mieux regarder. Et à cet instant, un silence plus dense que les précédents s'abattit sur la pièce. L'air devenait plus lourd. Que restait-il à cacher désormais? Le colonel, perplexe, osa un froncement de sourcils. Vous sous-entendez que Madame Peabody simulait? Miss Marple eut un sourire presque désolé. J'en ai bien peur. Son trouble de mémoire, son comportement hésitant, sa voix faible. Tout cela n'était pas sans rappeler certaines patientes que j'ai connues autrefois, à Saint Faith. Une confusion si parfaitement dosée qu'elle désarme toute méfiance. Madame Peabody demeurait droite, presque figée. Seule sa main tremblait légèrement sur la porcelaine de sa tasse. Elle a su manipuler, non pas en parlant trop, mais en parlant peu. Ce sont les silences qui inspirent confiance, surtout chez les personnes âgées. Elle ne disait rien, elle semblait fatiguée, dépassée. Et chacun projetait sur elle sa propre bienveillance. La jeune serveuse, jusque-là restée en retrait, laissa échapper un souffle de surprise. Elle se souvenait des murmures de la vieille dame, des excuses à voix basse, de la façon dont elle oubliait toujours l'heure, mais jamais le nom des autres passagers. Les gens aiment croire à l'innocence quand elle leur sourit poliment, ajouta Miss Marple. Mais cette innocence était une scène, et elle a su la jouer à merveille. Une brume de malaise parcourut la pièce. Était-il possible qu'ils aient tous été dupés par cette figure discrète, assise là depuis le début? Miss Marple sortit de son sac une vieille coupure de journal, pliée avec soin. Voici un nom qui n'a pas été prononcé depuis longtemps, Hargreaves. Le notaire décédé dans des circonstances troubles, il y a 24 ans. Son nom est tombé dans l'oubli, sauf pour ceux qui avaient des raisons de s'en souvenir. Elle posa le papier devant elle. Les lettres ternies mentionnaient un litige judiciaire, une ruine financière, une réputation brisée. Madame Peabody, ou plutôt Margaret Hargreaves, sœur du défunt, fut la seule à tenter de défendre son frère. Et qui représentait la partie adverse? Maître Elwood, un jeune avocat à l'époque, plein d'ambition. Elle s'interrompit un instant. Le procès a ruiné toute une famille. L'un s'est pendu. L'autre a disparu. Et Margaret, elle, a survécu. Discrètement, avec patience et avec mémoire. Les murmures devinrent inaudibles. Les regards s'éloignèrent d'elle, comme pour ne pas croiser celui d'une femme à la douleur ravalée. Tout ce qu'elle avait été, ce qu'elle avait perdu, était revenu frapper à la porte du présent. Et l'on comprenait alors que parfois, le passé ne se venge pas avec fracas, mais avec une main gantée. Le murmure des voix s'éteignit entièrement quand Madame Peabody posa doucement sa tasse. Elle ne regarda personne. Ses yeux, devenus deux lacs tranquilles, se posèrent sur une tache de lumière au sol. « Il ne méritait pas de mourir », dit-elle d'une voix fluette mais claire. Mais il ne méritait pas non plus de vivre en paix. Il n'y eut ni cri, ni effondrement. Posé sur ses genoux, comme si tout ce qui devait être dit avait enfin trouvé son chemin. Miss Marple inclina légèrement la tête. Elle n'éprouvait ni triomphe, ni condamnation, seulement cette forme de compréhension triste qu'ont les âmes vieillissantes pour la douleur longuement contenue. Personne ne protesta. Personne ne la saisit par le bras. Il n'y avait plus besoin d'accusation. L'aveu flottait dans la pièce, limpide, nu, irréversible. Et dans le silence qui suivit, l'horloge du salon sonna 5 heures. Lorsque la police arriva, ce fut sans précipitation. Un jeune inspecteur, l'air aussi surpris que respectueux, nota les faits, prit des noms et s'entretint brièvement avec Madame Peabody, qui n'opposa aucune résistance. Le salon de thé retrouva peu à peu son calme. Les chaises furent remises en place, les tasses vidées, les biscuits laissés intacts. Miss Marple resta seule un moment, observant le jardin derrière la vitre. Le vent agitait doucement les dahlias, comme si rien ne s'était passé. Elle pensa à la souffrance, à la vengeance, à cette étrange logique du cœur humain qui ne suit ni la loi ni la morale, mais seulement le besoin d'équilibre. Elle se leva enfin, remit son tricot dans son sac
et, avant de partir, laissa quelques mots à la serveuse. La vie continue, ma chère, mais elle garde parfois un goût d'amertume dans le sucre. Et tandis que les aiguilles de l'horloge reprenaient leur course, le monde tournait à nouveau, un peu plus lentement, un peu plus prudemment. Le lendemain matin, l'air était doux et humide, enveloppé d'un brouillard tiède comme un châle de laine oublié. Miss Marple était assise seule sur un banc de bois, face aux rails encore brillants de rosée. À sa main, une tasse de thé qu'elle avait achetée au kiosque, trop sucrée à son goût, mais réconfortante dans ce moment suspendu. La gare de St. Mildred, modeste et sans prétention, n'accueillait que quelques trains par jour, et encore moins de passagers. Le banc craquait légèrement sous elle, mais elle ne bougeait pas. Elle observait les trains comme d'autres lisent les pensées, avec une attention patiente, presque tendre. Des pigeons tournoyaient paresseusement sous la marquise. Le quai semblait appartenir à un autre siècle. Elle songeait à tout ce qui venait de se dérouler, non pas avec agitation, mais avec cette forme de silence lucide que seules les âmes âgées savent cultiver. Le mal avait pris une forme si calme, si polie, qu'il s'en était presque excusé en agissant. Et pourtant, tout s'était enchaîné avec une logique que seule la solitude permet de reconstruire. L'affaire semblait close, mais pourquoi alors? Ce sentiment diffus que quelque chose avait été laissé derrière. Le journal local, soigneusement plié sous son manteau, portait en manchette une phrase discrète. Arrestation d'une femme dans l'affaire du compartiment. Pas de scandale, pas de nom. Le genre de nouvelles que les villageois lisent en fronçant les sourcils, sans jamais tourner la page à voix haute. Autour d'elle, 2 ou 3 voyageurs attendaient le train de 9 heures. Un homme d'âge mûr tout sauta, baissa la voix pour glisser quelques mots à sa femme. Une vieille dame leva brièvement les yeux avant de détourner son regard vers les rails. Les commentaires flottaient dans l'air, feutrés comme la vapeur d'un train au loin. On parlait de la vieille Peabody, de cette pauvre âme qu'on croyait si douce. Et puis de Miss Marple aussi, dont l'œil, disait-on, avait vu ce que personne ne voulait remarquer. Mais tout cela restait contenu, comme si le silence valait mieux que les certitudes. Qui, après tout, pouvait affirmer connaître qui que ce soit? Le chef de gare, un homme solide à la moustache poivre et sel, vint saluer Miss Marple d'un signe de tête poli. Il avait cet air de ceux qui en ont vu d'autres, mais qui continuent de s'étonner malgré eux. On dit que c'est elle, la vieille dame, qui aurait fait... Enfin, vous savez. Il ne termina pas sa phrase, comme s'il craignait de donner forme à l'invraisemblable. Miss Marple hocha la tête doucement. « Il faut parfois toute une vie pour qu'une douleur ancienne trouve sa voix, » murmura-t-elle. Il soupira. Les gens du coin ne veulent pas y croire. C'est plus facile de dire qu'on s'est trompé, ou de ne rien dire du tout. Elle acquiesça. Le monde rural préférait les silences au drame. Mais les silences n'empêchaient pas les tragédies, seulement leur bruit. Et tandis que le chef de gare s'éloignait d'un pas tranquille, elle comprit qu'il faisait partie de ceux qui savent tout, mais jugent peu. Au loin, un jeune homme montait dans un wagon de 2e classe, son chapeau mal ajusté, son manteau trop grand, sa valise usée. C'était Lionel. Le jeune poète à la main rêveuse, toujours à griffonner des vers entre 2 gares. Miss Marple le reconnut aussitôt. Il n'avait jamais été vraiment suspect, mais il avait senti quelque chose. Une tristesse dans son regard, une capacité à percevoir le désordre sous la plus routine. Il n'avait rien dit, mais il avait compris, peut-être même avant elle. Il s'installa près d'une fenêtre embuée et regarda au loin, sans vraiment voir. Miss Marple songea qu'il ne reverrait sans doute jamais St. Mildred. Il partirait vers d'autres villes, d'autres histoires. Peut-être écrirait-il des poèmes sur des femmes invisibles aux blessures trop anciennes. Elle sourit, presque imperceptiblement. Il n'était pas fait pour les révélations, mais pour les questions suspendues. Et dans cette affaire, n'était-ce pas précisément ce qu'il fallait garder en mémoire? Un sifflement fendit le brouillard. Un train passe lentement, comme une pensée qu'on n'arrive pas à chasser. Les wagons s'étiraient dans la brume, flous, indéfinis. Miss Marple suivit leur progression des yeux, sans ciller. Elle murmura alors, pour elle-même. Les apparences sont comme les trains. Elles filent vite, bruyamment parfois. Mais leur destination, elle, reste incertaine.
C'était cela peut-être, la leçon de toute cette histoire. Une vérité cachée derrière une autre. Une main tremblante capable du pire. Un rideau tiré sur des années de douleur. Et le monde qui continue, implacable, comme les rails que rien ne dévie. Miss Marple termina son thé, désormais froid. Elle se leva avec lenteur, réajusta son manteau et tourna les talons. La gare de Saint Mildred reprenait son rythme immobile. Quelques pas sur les pavés, un sifflet lointain, une valise posée trop près du bord. Rien ne semblait avoir changé. Et pourtant, quelque chose flottait encore dans l'air. Le souvenir discret d'une vérité enfin dite, qui, comme un train parti sans bruit, ne reviendrait plus jamais. Ainsi s'achève ce voyage entre les compartiments feutrés du soupçon et les regards détournés du passé. Miss Marple, fidèle à sa discrétion, n'a fait que tirer les fils d'une vérité que chacun refusait d'affronter. Mais au fond, peut-on vraiment échapper à ce que l'on a semé des années plus tôt? Et vous, pensez-vous que la justice du cœur vaille parfois mieux que celle des tribunaux? Partagez vos réflexions en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, ou vous abonner pour d'autres mystères tout aussi humains.